Je suis désolé Bruno, je vais te demander de revenir ainsi qu'avec Yosra et Loïs parce qu'on va maintenant procéder donc à la foire aux questions. Donc ce sont des questions qui ont été fréquemment posées au sein du MAPAC et pour lesquelles on va apporter quelques précisions. Donc c'est un petit peu une avant-garde de ce qui va être publié prochainement sur le site de la table filière pour lequel vous aurez la liste des questions bien détaillée, une sorte d'aide par rapport à ça. Et on va essayer aussi de compléter un petit peu les présentations qui vont être posées sommairement avec quelques questions complémentaires. On ne va pas avoir beaucoup de temps, mais on va quand même essayer de passer avec un maximum de questions. Je vous en prie, venez. On a des chaises, peut-être, si vous voulez. Oui, c'est ça. Oui, ça va. On va partager le micro, on va faire avec les moyens du bord, comme on dit. Parfait. Merci beaucoup pour vos présentations. Moi, je vais vous avez déjà répondu à beaucoup de questions que j'avais prévu de vous poser, fait que ça tombe bien. On va pouvoir aller un petit peu plus dans l'essentiel. Donc, la première question, alors évidemment, je vais les poser à vous trois, puis vous sentez-vous libre d'y répondre par rapport à celui qui estime avoir le plus d'expertise ou autre. Ça, je vous laisse gérer par rapport à ça. La première question qui est posée couramment au MAPAC, c'est une entreprise d'élevage d'insectes est-elle considérée comme une entreprise agricole qui peut s'enregistrer auprès du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation? Je pense que c'est plus pour toi, Yosra. Selon le règlement sur les enregistrements, il y a certaines conditions qui doivent être réunies pour que l'entreprise soit éligible à être enregistrée comme entreprise agricole. Donc, je vous invite à vérifier les conditions du règlement et de voir votre éligibilité. D'accord, parfait. Est-ce qu'un bâtiment agricole, donc anciennement une porcherie, une étable ou un poulailler, par exemple, peut être un lieu d'élevage d'insectes? Oui? Oui, mais bien sûr, l'exploitant, comme je dis dans le texte de loi, c'est l'exploitant qui doit s'assurer que l'aménagement du lieu soit adéquat et n'engendre pas une contamination. Donc, pour qu'il puisse préparer un aliment qui est propre à la consommation. D'accord. Tout à l'heure, on a parlé d'analyse par rapport aux micro-organismes. Concrètement, la question c'est quels micro-organismes devraient être visés lors des analyses microbiologiques pour valider la salubrité de mon procédé de transformation et l'innocuité de mes produits. Entre parenthèses, poudre d'insectes, insectes entiers, huile, produits transformés. Pour les aliments du bétail, j'avais noté une liste de paramètres microbiens que vous allez avoir accès sur la présentation. Et puis, il y a aussi, sur le site, on a fait une consultation sur les exigences qui a rapport à cette présentation-là. Puis, c'est publié sur notre site au niveau de la consultation, mais il va y avoir un guide spécifique dans le chapitre 3 sur les exigences pour les insectes. D'accord. Pour tous les micro-organismes? Oui. D'accord. Ceux qu'on cherche au départ. OK. Habituellement. Prochaine question, c'est est-ce que je peux nourrir mes insectes avec des déjections animales, des résidus de restaurant, des résidus de ferme ou des viandes non comestibles et dois-je les traiter avant d'en nourrir les insectes? Donc, si on parle d'aliments pour animaux, jusqu'à ce jour, on n'a pas reçu de demande pour des substrats qui contiennent de ces produits-là. Par exemple, des déchets animaux. On n'a pas eu à faire une évaluation sur ça. Sur le site, il y a une prohibition qui interdit d'alimenter du fumier de poule dans l'alimentation pour le bétail, pour des raisons pour le transfert de pathogènes et de maladies. On ne peut pas vous empêcher de faire des recherches ou d'essayer des choses avec différents substrats, différents produits bruts de votre substrat. Mais par contre, vous allez devoir démontrer l'innocuité du produit final et que tous les risques sont atténués. Donc, ça reste à la responsabilité
de l'applicant ou du demandeur de démontrer que son produit est sécuritaire à la vente. D'accord, très bien. Quelles sont les normes à respecter pour les bâtiments d'élevage? Est-ce qu'un certificat d'autorisation environnementale est requis pour élever des insectes? Du point de vue fédéral, il n'y en a pas pour les aliments pour le bétail, sauf que chaque produit que vous sortez du site de transformation que vous choisissez, aussi pour les aliments du bétail, il faut qu'ils soient enregistrés avec l'agence. Donc, si vous fabriquez 2 types d'aliments dans cette bâtisse-là, les deux aliments du bétail, il faut qu'ils soient enregistrés. Ça, c'est pour le fédéral, c'est ça? Oui. Et pour le provincial, est-ce qu'il y a une spécificité particulière? Non, nous autres, la base va être sur la quantité de phosphore qui est produite sur le site. Puis après ça, c'est l'ensemble des règlements qui s'appliquent. Fait que si on dépasse les 1600 kg de phosphore, puis dépendamment du stockage qui est fait, il peut avoir besoin d'une autorisation. Si on est dans plus petite échelle, non. D'accord. Je peux ajouter par contre que si jamais vous faites des recherches, puis si vous allez sur notre chapitre 5, vous pourriez avoir besoin d'une permission de recherche pour faire une recherche avec l'ingrédient, le produit final, avec les aliments. Donc, ça inclut les deux. C'est pas pendant votre processus de transformation, mais c'est si vous voulez faire de la recherche, ça se peut que là, ça vous prenne une permission pour la recherche. Donc, vous pouvez aller visiter notre chapitre 5 pour voir si... Chapitre 5. Oui. D'accord. Ça fait bien des chapitres. Tout à l'heure, on a abordé sommairement les risques, donc les risques chimiques, physiques et microbiologiques. Et la question qui est posée, c'est y a-t-il des risques de toxi-infection alimentaire avec les insectes? Tout comme n'importe quel produit alimentaire. Donc, le risque est là. On n'a pas, à ma connaissance, on n'a pas répertorié au Québec, mais il y a peu de connaissances dans ce sujet. Ça se peut qu'il y aura. On doit rester méfiant. Et si on applique les bonnes pratiques, que ce soit d'élevage, que ce soit d'hygiène, je pense qu'on pourra assurer une bonne qualité des produits. Parfait. La prochaine question concerne la transformation primaire, puisqu'il s'agit de est-ce que la transformation primaire d'ingrédients d'insectes est un procédé à risque? La liste des procédés à risque, elle est disponible sur le site de l'ONU. Il y a les semi-cancers, les cancers. Donc tout dépend de la forme du produit qui va être produit. Donc je pense que la farine d'insectes, je ne pense pas que c'est un procédé à risque, mais si par exemple décide de faire des conserves d'insectes, là ça se peut que ça devient un procédé à risque. D'accord. Pour les aliments du bétail, tous les ingrédients approuvés dérivés d'insectes sont listés à la partie 2. Donc, ça veut dire qu'on a répertorié des variations dans l'ingrédient qui sont différents à chaque transformation ou processus de transformation. Donc, c'est pour ça qu'on demande l'enregistrement de chaque ingrédient dérivé d'insectes. Parce qu'il faut comprendre que la chaîne alimentaire, elle ne s'arrête pas là. Après, les insectes, ça va aux animaux. Après ça, aux animaux, ça va aux humains. Donc, on a un chemin à suivre là, pour éviter la bioaccumulation des contaminants dans la chaîne alimentaire. D'accord. La prochaine question est quels sont les barèmes de traitement thermique à respecter pour assurer l'innocuité alimentaire? Pour l'alimentation humaine, le MAPAC ne dispose pas de barème spécifique pour les insectes, mais je pense que ça dépend du type d'insecte, de la charge initiale microbienne, du procédé utilisé aussi pour le traitement thermique. Mais le plus important pour nous, c'est que l'exploitant fasse une validation de son procédé de traitement thermique, de son barème. Donc la méthode de validation, il y a comme une page web du MAPAC qui décrit c'est quoi une validation du procédé, donc 3 lots, et s'assurer que les micro-organismes qu'on cherche dans son produit, c'est exempt et ça respecte la norme microbiologique. Bien sûr.
La prochaine question est peut-être plus spécifiquement pour toi, Yosra, puisqu'il s'agit de « Y a-t-il au MAPAC un guide des bonnes pratiques pour l'élevage et la transformation des insectes comestibles ?» Non, on n'a pas de ce genre de guide. Donc, on suit de près ce qui se passe dans le secteur. C'est nouveau pour nous comme pour vous. Donc, peut-être ça va venir, mais... Effectivement, dans le futur plutôt, mais là c'est encore trop récent. Oui, c'est ça. Une formation en hygiène était nécessaire pour pouvoir transformer des insectes. Oui. Formation d'hygiène, manipulateur, il y a aussi la formation pour les gestionnaires, donc tout dépend. Mais il y a des formations qui doivent être, qui sont obligatoires pour les manipulateurs d'animaux. La prochaine question est un peu plus sur le FRAS, ça va peut-être te parler un peu plus, Bruno. Est-ce que cela prend un permis pour vendre le FRAS produit par mon élevage d'insectes? Non, pas vraiment de permis du côté du Québec. S'assurer de respecter les normes environnementales lorsqu'il va être épandu. Puis s'il est épandu sous la loi sur les engrais, c'est le fédéral qui gère cette partie-là. D'accord. Quand c'est rendu un engrais, ce n'est plus une déjection animale. Parfait. Fait que ça répond à la prochaine question qui était est-ce que je peux vendre mes FRAS à des producteurs agricoles? Techniquement, oui. Oui, il peut être vendu à des producteurs. Puis là, je ne sais pas s'il y a d'autres règles au niveau de la vente qu'il faut que ça soit respecté. J'ai aucune idée. Il faut aller consulter le site internet, c'est là quoi. Pas besoin de permis. Dois-je stériliser le FRAS pour le vendre? Non, il n'y a pas de norme. Dépendamment du produit qui va être incorporé dans votre intrant, ça se pourrait que si on passe du côté d'une MRF, ce qu'on a vu tantôt, l'autre cadre réglementaire, parce qu'il y a un risque associé au produit, soit des risques biologiques, chimiques ou autres, là, ça se pourrait qu'il y ait des validations supplémentaires à faire, mais souvent on va valoriser que le traitement rende possible la vente d'un FRAS qui est correct pour l'environnement, pour éviter la destruction de produits qui pourraient être utiles. Parfait. Les insectes comestibles sont-ils considérés comme des allergènes? Ça, on a un peu évoqué tout à l'heure. Ils ne sont pas sur la liste prioritaire, donc on suit de près ce qui se passe. Pas sur la liste prioritaire, mais il y a quand même les recommandations en matière d'étiquetage. C'est une bonne pratique, donc c'est pour éviter des cas. Mais oui, la bonne pratique, c'est de l'indiquer sur l'étiquette sans aucune exigence. D'accord. Quelles sont les conditions de transport à respecter pour transporter des insectes vivants d'une ferme à une autre ou vers un lieu de transformation? Donc, il y a la loi sur le transport avec la santé des animaux. Puis les insectes sont considérés comme des animaux, donc vous devez suivre la loi qui est là. Je ne suis pas plus au courant que ça, mais vous devez suivre la loi. Enfin, s'assurer que le taux de mortalité à la fin est acceptable, puis vous pouvez toujours envoyer vos questions au programme qui dirige ce programme de santé des animaux. Parfait. Quelles espèces d'insectes comestibles sont autorisées en alimentation animale ou humaine au Canada et sous quelle forme? Bien, dans ma présentation, on a 3 qui sont déjà approuvés. Il y a la larve de soda, l'huile et la farine dégraissée. Mais chaque source doit être enregistrée. Si c'est des nouvelles espèces d'insectes, ça prend une approbation et un enregistrement. Parfait. Fait que c'est pas mal les questions que j'avais parce que le reste vous y avez répondu durant vos présentations. Donc évidemment, on vous invite à aller consulter les différents sites, que ce soit le site de la CIA, le site du MAPAC ou du ministère de l'Environnement. Vous allez avoir plusieurs bulles d'informations qui pourront vous aider par la suite. Et de toute façon, une FAQ plus complète sera disponible dans les prochains jours sur le site de la TAFIR. On vous communiquera ça sur les différents canaux de communication et sur l'infolettre. Merci de votre attention.